Le programme de première année de classe préparatoire comporte des rudiments de mécanique quantique. Nous allons revoir rapidement ces rudiments, en commençant par l'aspect historique. Alors il faut savoir, et c'est d'ailleurs lors d'une conférence ce qu'a exposé Lord Kelvin, que l'on pouvait penser qu'à la fin du 19e siècle, la physique théorique était achevée. Alors la mécanique newtonienne avait eu de brillants succès, on avait compris le mouvement des planètes. La thermodynamique avait carrément amené à la première révolution industrielle. On était arrivé à créer des machines thermiques qui permettaient de remplacer l'homme dans des tâches pénibles. Et puis alors l'électromagnétisme avait été unifié par Maxwell sous la forme de ce qu'on connaît maintenant comme les 4 équations de Maxwell, qui étaient un petit peu différentes à l'époque. Eh bien, on expliquait les phénomènes électriques, magnétiques, les ondes électromagnétiques et l'optique, la lumière étant une onde électromagnétique. Tout ça avait été unifié et était bien expliqué. Cependant, Lord Kelvin expliqua qu'il y avait quand même des petits nuages dans le monde de la physique, avec quelques phénomènes qui n'étaient pas expliqués par les théories précitées. Alors, il y avait un de ces nuages, c'est l'expérience de Michelson et Morley, qui a abouti à la relativité restreinte, la théorie du Einstein, sur laquelle on ne reviendra pas ici. En revanche, le deuxième nuage, c'était un problème théorique rencontré pour le rayonnement du corps noir. Alors un corps noir, c'est un corps qui absorbe toutes les ondes électromagnétiques, quelle que soit leur longueur d'onde. Et un tel corps noir, il réémet des ondes, mais avec un spectre différent. Effectivement, le spectre qu'il émet dépend uniquement de la température de ce corps, plus exactement de sa température de surface. Alors on introduit ici une densité spectrale de puissance émise par unité de surface, c'est-à-dire que si on regarde quelle est la puissance qui est émise par unité de surface du corps noir, alors le corps noir étant considéré comme convexe, eh bien, il émet dans un demi-espace, et la puissance qu'il émet par mètre carré, eh bien, elle n'est pas la même selon la longueur d'onde. Donc entre lambda et lambda plus d lambda, la puissance surfacique émise, eh bien, elle s'écrit f de lambda d lambda, et plus f de lambda est grand, bah, plus ça veut dire qu'on émet cette longueur d'onde lambda à d lambda près. Donc c'est une densité spectrale, et cette densité spectrale, dans la théorie classique, elle était donnée par cette loi, qui est ici, qui est la loi de Rayleigh-Jeans, une loi en 1 sur lambda 4, qui avait un gros inconvénient, c'est que cette théorie classique, elle prévoyait une divergence de f quand lambda tend vers 0. Or, comme la puissance surfacique totale est mise sur tout le spectre, eh bien on l'obtient en sommant toutes les aires comme l'aire qui est rouge ici. Eh bien, on obtenait une aire sous la courbe qui était infinie, ce qui veut dire que le corps noir rayonnait une puissance infinie, ce qui évidemment n'est pas très physique. Donc il y avait un problème avec cette théorie classique. Voilà un gros nuage. Alors on peut signaler d'autres phénomènes non expliqués à l'époque. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un gaz sous basse pression émet, au lieu d'un rayonnement continu, comme c'était le cas du corps noir qu'on vient de voir, bien il émettait un spectre de raies. Donc on ne trouve que certaines couleurs dans le spectre. Alors ça on l'observe avec un spectroscope. Et par exemple, la lampe à vapeur d'hydrogène contient uniquement 4 raies dans le visible. Donc on ne savait pas trop expliquer pourquoi. Et puis l'effet photoélectrique. On avait compris que lorsqu'on éclairait une cathode qui avait été chauffée, donc dans laquelle les électrons étaient presque prêts à être éjectés, et bien si cette cathode on l'illuminait avec de la lumière, on pouvait éjecter les électrons. Donc on pensait que c'était une histoire de puissance incidente, et pourtant non. On pouvait augmenter la puissance du faisceau lumineux qui heurtait la cathode, sans éjecter des électrons, tant que la fréquence, qu'on appelle nu de la lumière,
ne dépassait pas une valeur minimale. Donc les électrons n'étaient éjectés que si on avait dans le spectre une fréquence plus grande que une fréquence minimale. Et ça, c'était pas expliqué à l'époque. Eh bien, Planck, en 1900, c'est-à-dire la même année que celle de la conférence de Kelvin dont on parlait, a proposé une théorie du rayonnement du corps noir basée sur une hypothèse très audacieuse, c'est que les interactions entre le rayonnement et la matière sont quantifiées. C'est-à-dire que l'échange ne peut pas être plus petit du point de vue énergétique qu'une quantité qui est proportionnelle à la fréquence nue de l'onde. Donc l'échange étant proportionnel à nu, on appelle maintenant H le coefficient de proportionnalité, constante de Planck, qui vaut 6,63 10-34 joules seconde. Donc cet échange au minimal, il vaut H nu. Et on ne pourra échanger qu'une quantité égale à H nu, ou 2 H nu, ou 3 H nu. Avec cette hypothèse et quelques autres hypothèses, il est arrivé à une expression de la densité spectrale d'émission du corps noir, qui est bien différente de celle que donnait la théorie classique. C'est-à-dire que là, on voit que lambda, il intervient à une puissance 5 au dénominateur. Et puis, il intervient aussi dans une exponentielle HT sur lambda KBT. KB, c'est la constante de Boltzmann. Bon, peu importe, l'important, c'est que cette fois-ci, ça collait très bien à l'expérience. C'est-à-dire que on avait une courbe qui maintenant est une courbe en cloche, pour laquelle il n'y avait plus une puissance infinie émise par le corps noir, et surtout, qui correspondait point pour point à ce que l'on obtenait en étudiant le rayonnement du corps noir. Alors revenons sur la constante de Planck, qui joue bien sûr un rôle fondamental en mécanique quantique, et notons que l'on utilise souvent la constante de Planck réduite, notée h bar, équivaut tout simplement h sur 2pi. Alors si la théorie de Planck avait un grand succès pour interpréter le rayonnement du corps noir, Einstein en 1905 y allait plus loin. Et dans sa théorie, c'est carrément la lumière, de manière plus générale les ondes électromagnétiques, qui étaient constituées de photons, particules de masse nulle, et d'énergie E égale h nu. Donc c'est la lumière qui était quantifiée. Alors cet aspect corpusculaire de la lumière n'était pas nouveau. Newton par exemple pensait que la lumière avait un aspect corpusculaire, mais la théorie ondulatoire de la lumière s'était imposée à cause d'expériences comme la diffraction ou les interférences qui étaient parfaitement expliquées par cet aspect ondulatoire. Einstein, avec cette nouvelle théorie des photons, interprète sans problème l'effet photoélectrique. Effectivement, pour qu'un électron soit éjecté d'une cathode chauffée, il reste à fournir un travail qui s'appelle un travail d'extraction ou travail de sortie. L'électron sera éjecté du métal si il reçoit une quantité d'énergie amenée par un photon supérieure ou égale à ce travail-là. Or, comme le photon possède une énergie h nu, on ne pourra avoir éjection que si la fréquence de l'onde électromagnétique incidente est plus grande qu'une fréquence minimale égale W sur H. L'effet photoélectrique était expliqué. Une année importante pour la mécanique quantique, c'est 1913, puisque c'est l'année où Bohr a établi son modèle de l'atome d'hydrogène. Alors si on parle de l'atome en général, depuis l'expérience de J.J. Thomson en 1897, on savait que l'atome contenait des charges négatives, quasiment ponctuelles, qu'on appelait des électrons, et puis des charges positives, dont on pensait qu'elles étaient réparties uniformément. En 1911, Rutherford a montré que ce n'était pas le cas, et qu'en fait, ces charges positives qu'on appelle des protons étaient situées dans une toute petite zone de l'espace qu'on appelle noyau, dont le rayon était de l'ordre de 10-15 mètres, le Fermi. Notons qu'il a fallu attendre 1932 pour que Chadwick montre que le noyau contenait également des particules neutres, qu'on appelle neutrons. Alors revenons sur le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène.
Alors c'est un modèle planétaire, dans le sens où tout comme les planètes tournent autour du Soleil, eh bien il considère que l'électron, soumis à la force attractive électrique qu'exerce le proton, eh bien l'électron décrit un cercle autour du proton. Donc la force électrique, elle est en E carré sur 4pi epsilon 0 R2, puisque l'électron porte une charge plus E et l'électron une charge moins E. Et dans la théorie classique, eh bien, la vitesse v, qui est orthoradiale, elle est en racine de k sur mr, où k c'est 1 sur 4pi epsilon 0 fois E carré. Et m, c'est la masse de l'électron. Le problème avec ce modèle classique, c'est que comme une charge qui est accélérée rayonne, elle émet un rayonnement électromagnétique, eh bien ce rayonnement électromagnétique emporte un petit peu d'énergie et notre atome, il devrait perdre de l'énergie, ce qui se traduit en pratique par le fait que le mouvement de l'électron ne peut pas être un cercle, il ne sera que quasi circulaire, mais à chaque tour, on perd un petit peu d'énergie, ce qui veut dire que l'électron se rapproche du proton et finit par chuter en suivant une spirale sur le proton. Donc ça serait la mort de l'atome en une durée estimée de 10-11 secondes à 10-9 secondes. Et ça, évidemment, c'est pas possible, et c'est pour ça que Bohr a rajouté des hypothèses quantiques. Bohr a stipulé que le moment cinétique de l'électron était quantifié. Alors le moment cinétique, c'est OM vectoriel MV. OM, c'est RER. Et puis V, la vitesse de l'électron, c'est Rθ point et θ. Donc LO, c'est mr carré θ point EZ, où EZ est orthogonal à la trajectoire de l'électron autour du noyau. Et puisque la vitesse V, c'est Rθ point, le moment cinétique, en norme, il s'écrit mRV. Et on a vu que V est en racine de k sur mr, donc il vaut racine de k mr. Alors l'hypothèse de Bohr, c'était de dire que LO était égal à un nombre entier de la constante de Planck réduite, h sur 2pi. Grâce à cette hypothèse, il sort le rayon et il montre que le rayon est quantifié, que l'électron ne peut pas se trouver à une distance quelconque du noyau, mais qu'il se trouve à une distance qui s'écrit n carré fois A0. Alors le A0, c'est h carré epsilon 0 sur pi m e carré, et la valeur numérique donne 52,9 picomètres, pratiquement 0,5 angstrom. Angstrom, c'est une vieille unité qui vaut 10-10 mètres, qui est plus trop utilisée. Donc, le rayon ne pourra prendre comme valeur que A0, ou 4 fois A0, ou 9 fois A0. Il est quantifié. Et l'énergie de l'atome d'hydrogène est également quantifiée. Alors, rappelons, on le voit ici, les formules pour un mouvement à force centrale newtonienne circulaire. L'énergie mécanique s'écrit moins 1,5 de K sur R. C'est moins EC, c'est 1,5 énergie potentielle aussi, avec K qui vaut donc E carré sur 4pi epsilon 0. Alors quand on écrit ça, puisque l'énergie elle est en 1 sur R et que le rayon il s'écrivait n carré fois 0, on voit que l'énergie mécanique, qu'on va noter tout simplement E, elle est la forme moins E0 sur n carré. Et quand on fait l'application numérique pour E0 qui se trouve ici, eh bien on trouve moins 13,6 électronvolts pour E0, donc une formule pour l'énergie de l'atome d'hydrogène en moins 13,6 électronvolts sur n carré. Alors pour compléter son modèle, puisqu'on avait toujours le problème qu'une charge accélérée rayonne et que donc l'électron finit par changer d'orbite, eh bien, il a émis l'hypothèse Bohr que l'atome d'hydrogène n'émettait pas de rayonnement lorsqu'on était dans un état caractérisé par l'entier n, qu'on appelle un état stationnaire, et qu'il n'y avait de rayonnement émis ou d'ailleurs absorbé que lorsqu'on changeait de niveau d'énergie, de nombre quantique, qu'on pensait par exemple d'un nombre quantique n à un nombre quantique m plus petit. Alors là, effectivement, c'est dans ces cas-là, uniquement dans ces cas-là, qu'on pouvait avoir émission
d'un photon. Et le photon, on a vu qu'il avait une énergie h nu. Et il embarque donc la différence d'énergie En moins Em. Alors si ça s'arrive, si on a une transition radiative, eh bien en écrivant que nu c'est C sur lambda, eh bien on arrive à la relation de Rydberg qui est la relation suivante. Lorsqu'on passe du niveau d'énergie N au niveau plus bas M, eh bien la longueur d'onde émise, elle obéit à 1 sur lambda égale RH fois 1 sur M carré moins 1 sur N carré. RH s'appelle constante de Rydberg. Et là, tout d'un coup, eh bien, on interprète le spectre de Rey, en tout cas de l'atome d'hydrogène. Le souci, c'est que cette approche, elle reste phénoménologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de théorie générale ici. Elle marche que pour l'atome d'hydrogène ou pour l'atome hydrogénoïde, c'est-à-dire qu'il ne contient qu'un seul électron. Mais dès qu'il y a plusieurs électrons, la théorie de Bohr ne marchait plus. Et il a fallu attendre d'autres théories plus complètes pour bien décrire un atome quelconque. Notamment l'expérience de Stern et Gerlach a montré en 1923 qu'il y avait un autre nombre quantique qui intervenait, c'est le nombre de spins qui caractérisait l'électron dans un atome. Mais c'est en 1923 qu'a eu une fabuleuse avancée pour la mécanique quantique grâce à l'hypothèse de De Broglie. Lui, De Broglie a formulé l'hypothèse qu'en réalité, il y avait une dualité onde-corpuscule, et que finalement, quelle que soit la particule qu'on considérait, pas seulement les photons, cette particule qui correspond à une quantité de mouvement P était associée à une onde caractérisée par un vecteur d'onde K. On parle dans ce cas-là d'onde de matière. Et qu'il y avait un lien entre P et K qui était que P s'écrit H bar fois K. Donc c'est une passerelle entre l'aspect corpusculaire et l'aspect ondulatoire. Alors on pourrait écrire ça autrement, puisque la constante de Planck réduite c'est h sur 2pi et que k, la norme du vecteur d'onde, c'est 2pi sur lambda. Voilà la formule à retenir, c'est que la quantité de mouvement est reliée à la longueur d'onde du rayonnement par p égale h sur lambda. Alors ça donne un bon critère pour savoir si on doit appliquer la mécanique quantique ou si on peut se contenter de la mécanique classique. Il suffit de comparer la longueur d'onde donnée par h sur p, donc dans la théorie classique pour des particules non relativistes P c'est mv. Donc on calcule h sur mv, en tout cas la valeur caractéristique de vitesse permet d'avoir accès à une valeur caractéristique de lambda. Et si la distance caractéristique du milieu est très grande devant lambda, eh bien on peut appliquer la mécanique classique. Mais dans le cas contraire, il faut appliquer la mécanique quantique. Alors évidemment, vu la très très faible valeur de h, eh bien pour des objets macroscopiques, cette relation-là, elle est très très souvent vérifiée et on n'a pas besoin d'appliquer la mécanique classique. Mais pour les particules, il faut très souvent, et d'autant plus que la vitesse est faible, il faut très souvent faire appel à la mécanique quantique. Alors cette dualité a été vérifiée dès 1927, donc très peu de temps après la théorie de De Broglie, grâce à l'expérience de diffraction d'électrons par un cristal de nickel. Alors l'expérience de diffraction d'électrons, elle est fondamentale puisqu'elle montre que des particules, ce qu'on considérait comme des particules, pouvaient avoir un comportement ondulatoire. Et ça a été réalisé, ça, en 1927. Alors le formalisme de la mécanique quantique a été établi par plusieurs grandes personnalités, Schrödinger, Heisenberg et Dirac notamment. On est arrivé, alors pour résumer, à la théorie suivante. Premièrement, il faut abandonner la notion de trajectoire. Donc, le modèle de Bohr a été réfuté par la suite, même s'il donnait occasionnellement de très bons résultats, mais uniquement pour l'atome d'hydrogène. En réalité, il faut abandonner la notion de trajectoire, puisque les particules quantiques, en quelque sorte, occupent tout l'espace, elles ont un aspect ondulatoire, avec une probabilité de présence en un point qui est donnée par une certaine fonction qu'on appelle fonction d'onde, donc psi, qui dépend du point m et du temps, c'est un complexe, tel que la probabilité de trouver dans un volume d cube v autour du point m la particule, elle s'écrit
modulo carré de psi fois d cube v. Alors évidemment, on a normalisation. Comme on est sûr de trouver la particule dans l'espace, la somme de psi carré d cube v dans tout l'espace, ça fait 1. Quant à Heisenberg, il a énoncé un principe d'incertitude qui est très important. Ce principe d'incertitude, qui n'en est pas un parce que ça se démontre, eh bien, il dit que pour une particule, certaines grandeurs ne peuvent pas être connues simultanément, avec une précision arbitraire. Alors prenons-le sous la forme, ce principe d'une inégalité. Delta x, delta px est plus grand que h bar sur 2. Donc qu'est-ce qu'on démontre par là? On démontre que l'incertitude sur x, en réalité l'écart type, x est la position donc, de la particule selon un axe, multiplié par l'incertitude qu'on a sur la quantité de mouvement de la particule selon ce même axe des x, eh bien c'est borné. Autrement dit, il est impossible d'avoir les deux qui tendent vers 0 simultanément, et même mieux, si on veut avoir une connaissance exacte de la position de la particule sur l'axe des x, delta x tend vers 0, à ce moment-là, cette inégalité nous montre que delta px tend vers l'infini, on n'a plus aucune connaissance de la quantité de mouvement selon l'axe des x. Alors on peut retenir ça sous la forme delta x, delta px de l'ordre de h, ce qui ne change pas grand-chose. Alors l'écart type est défini comme suit, on a une densité de probabilité f de x, qui est telle que la probabilité de trouver la particule entre x et x plus dx, eh bien on l'obtient en multipliant dx par cette fonction f de x, d'autant plus grande donc que la probabilité de trouver la particule en x à dx près est grande. Voilà. L'écart type, il est défini comme étant la racine de la valeur moyenne de x carré. On aurait la même inégalité pour deux autres grandeurs qui donc ne peuvent pas être connues simultanément avec une pression arbitraire. Ces deux grandeurs, c'est l'énergie d'un état et la durée de vie de cet état. Donc delta E, delta T, c'est pareil, ça serait supérieur ou égal à h bar sur 2, c'est de l'ordre de h, ce qu'il faut retenir. Alors un exemple très important de cette impossibilité de déterminer à la fois la position d'une particule sur l'axe des x et sa quantité de mouvement px, c'est l'expérience de diffraction d'une particule par une fente de largeur petit a qui est pratiquée dans un écran occultant, sur lequel donc on envoie, prenons l'exemple de la lumière, donc des photons, en incidence normale. Alors ce qu'on sait, c'est que la lumière va diffracter par la fente, c'est-à-dire que la quasi-totalité de l'énergie lumineuse va se retrouver dans un cône de demi-angle au sommet θ, donné par sinus θ de l'ordre de lambda sur a. Lambda, c'est la longueur d'onde des particules. Ainsi, grâce à cette expérience, on connaît la position de nos photons à A sur 2 près. On sait que s'ils sortent de la fente, c'est qu'ils sont passés en x égale 0 à delta x égale A sur 2 près. Mais qu'est-ce qu'on sait sur leur quantité de mouvement? Bien, on sait que leur vecteur P, il est à l'intérieur du cône dont on vient de parler, donc il fait un angle alpha avec l'axe horizontal orthogonal au plan diffractant. Cet angle alpha lui-même est compris entre moins θ et θ. Donc, on a une incertitude sur Px qui est delta Px égale P sinus θ. C'est-à-dire P lambda sur A, puisque sinus θ, c'est lambda sur A. Comme P égale à H sur lambda, c'est la relation de De Broglie, notre incertitude delta Px, elle s'écrit H sur A, c'est-à-dire H sur 2 delta X, et on retrouve qu'on a bien delta X, delta Px de l'ordre de H. Donc, l'inégalité d'Heisenberg, alors ici on la présente comme une quasi-égalité, mais c'est bien une inégalité, se traduit par le fait que si je réduis delta X en diminuant la largeur de la fente, eh bien je vais perdre de l'information sur la quantité de mouvement Px. Alors l'autre expérience célèbre, c'est celle des interférences qu'on obtient avec deux fentes Young, en envoyant des particules
qui vont être diffractées par les fentes F1 et F2, on va pouvoir avoir des interférences dans la zone commune aux deux faisceaux diffractés par F1 et F2. Alors ça se produit sur un écran éloigné, puisque la théorie fait intervenir la diffraction à l'infini. À distance finie, c'est un petit peu plus compliqué. Alors ça, évidemment, c'est un aspect ondulatoire, mais on a pu réaliser récemment des expériences avec un très petit nombre de particules. On envoie pratiquement les particules une à une, et donc on se met dans un aspect corpusculaire où on peut aller regarder quels sont les impacts des particules sur l'écran. Et on se rend compte que cet impact, il est probabiliste, c'est-à-dire qu'on a des petits points qui apparaissent sur l'écran, qui finissent, lorsqu'on a un grand nombre de particules envoyées, par former une figure d'interférence. Cette figure d'interférence a pu récemment être obtenue avec de très grosses particules, des fullérenes, qui sont des molécules qui ne contiennent que des atomes de carbone, mais jusqu'à une soixantaine d'atomes de carbone, ce qui prouve que même de grosses particules comme ça ont encore un comportement quantique. Alors interprétons maintenant l'expérience précédente à l'aide des fonctions d'onde. Si on note ψ1, la fonction d'onde qui donne la probabilité de présence de la particule lorsqu'il y a une seule fente d'ouverte, et ψ2, celle lorsqu'il y a seulement l'autre fente qui est ouverte, eh bien la fonction d'onde de la particule lorsque les deux fentes sont ouvertes, c'est la somme. Et quand on met au carré, eh bien, on voit que on fait apparaître un terme d'interférence, le terme ψ1, ψ2 étoile plus ψ1 étoile ψ2. Et donc ce terme d'interférence, il est dû au fait que la particule, eh bien, elle est dans un état qui combine les deux états correspondant à ψ1 et ψ2, c'est-à-dire que la particule, elle passe par les deux fentes en même temps, ce qui évidemment est dur à imaginer en mécanique classique. Et pire, si on cherche à détecter par quelle fente elle passe, on voit que invariablement il y a destruction de la figure d'interférence. Donc on a ce comportement ondulatoire qui vient compléter le comportement corpusculaire sans qu'aucun des deux ne soit pleinement satisfaisant. C'est une des particularités de la mécanique quantique. Alors si on regarde maintenant des particules confinées, on peut arriver à aller assez loin dans la description lorsque on fait un modèle très simple de particules qui est dans une boîte à une dimension, c'est-à-dire une particule qui est placée dans un puits de potentiel qui est infini pour x négatif et pour x supérieur à L et nul entre les deux. Autrement dit, il n'y a aucune chance que la particule elle sorte du domaine où x est compris strictement entre 0 et L. Alors, on va ici utiliser l'équation de Schrödinger qui est hors programme, mais qui peut être fournie lors d'un écrit ou un oral de concours. Alors l'équation de Schrödinger, elle nous dit que la fonction d'onde est solution d'une équation différentielle dans laquelle apparaît la constante de Planck réduite, le potentiel V de x, dans lequel est placée la particule, et que cette équation différentielle, eh bien, elle fait apparaître à droite grand E fois psi de x, où grand E, c'est l'énergie de la particule. Donc ici, V de x, le potentiel, c'est ce qu'on note habituellement, l'énergie potentielle. Alors on va résoudre cette équation. Dans le cas qui nous intéresse, pour x compris entre 0 et L, le potentiel est nul. Et puis on a des conditions limites qui traduisent le fait que la probabilité de présence de la particule, du fait que le potentiel est infini sur les bords, eh bien, est nulle en 0 et en x égale L. Du coup, notre équation différentielle se résume à d carré psi sur dx carré plus 2me sur h carré psi égale à 0, et on reconnaît un oscillateur harmonique. Donc psi est de la forme a sinus kx plus alpha, où k c'est racine de 2me sur h bar carré. Les conditions limites qui sont psi de 0 égale psi de L égale 0 entraînent d'une part que alpha est égal à 0, et d'autre part que sinus kl doit être nul, donc que kl égale npi. Et on voit apparaître la quantification
déjà rencontré pour des phénomènes ondulatoires avec des conditions limites. Si on met au carré un 2ME L carré sur H bar carré égale N carré pi carré. Ça nous permet de montrer que l'énergie de la particule dans la boîte à une dimension est quantifiée par un nombre quantique n, entier strictement positif, et qu'elle s'écrit n carré fois h carré sur 8ml carré. Donc non seulement elle est quantifiée, mais, puisqu'il y a des différentes zéros, elle ne peut pas être nulle, et sa valeur minimale est strictement positive et vaut h carré sur 8ml carré. Cette énergie, on peut remarquer qu'elle est purement cinétique, puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle pour x compris entre 0 et L. Or, l'énergie cinétique, c'est un demi de mv carré, donc un demi de p carré sur n. Donc la quantité de mouvement elle-même est quantifiée, et vu qu'on connaît l'énergie n carré h carré sur 8 ml carré, on peut en déduire la quantité de mouvement Pn, qui elle aussi est quantifiée, et qui s'écrit NH sur 2L. D'après la relation de De Broglie, P c'est aussi H sur lambda, donc on en déduit que lambda c'est 2L sur N, et que la longueur d'onde associée à notre particule, elle est de la forme lambda 0 sur N, où lambda 0 c'est 2 fois L, ou bien L c'est égal à lambda 0 sur 2. Ça serait dans le cas fondamental où N est égal à 1. Alors on pourrait montrer que le Pn que l'on a calculé, c'est le même ordre de grandeur que l'écart type que l'on a pour Px dans l'état n. Donc on a montré que c'était NH sur 2L. Et de même, si on trace la fonction d'onde, vu qu'on a vu que dans l'état n, on avait non seulement la probabilité de présence qui s'annulait en x égale 0, x égale L, mais aussi en un certain nombre de points, des nœuds pour lesquels la distance est lambda sur 2, eh bien on voit que l'incertitude ou l'écart type sur x, il est de l'ordre de L sur 2n. Donc L sur n, d'après notre formule, c'est l'écart entre deux nœuds, et notre incertitude, on l'évalue à L sur 2n. On retrouve alors que delta x, delta px, avec nos approximations, ça serait h sur 4, c'est bien sûr de l'ordre de h, on retrouve les relations d'incertitude d'Heisenberg. Mais plus important, on voit que lorsqu'il y a confinement spatial, l'énergie est quantifiée. Ça ne serait pas le cas par exemple si la particule est dans une boîte infinie, parce que si je fais tendre L vers l'infini, eh bien l'écart delta E entre deux états d'énergie consécutifs, donc En plus 1 moins En, eh bien il est en 2n plus 1 h carré sur 8 ml carré, et ça tend vers 0 quand L tend vers l'infini. Alors finissons avec un exemple qui est au programme, c'est l'exemple de l'oscillateur harmonique. En mécanique newtonienne, on peut le voir comme un point matériel qui est lié à un ressort lui-même attaché à une paroi fixe. Le ressort a une longueur L0 à vide, et puis quand on tire sur le ressort, sa longueur devient L0 plus x, et il exerce sur son extrémité une force moins kx. Donc si on écrit le PFD appliqué au point matériel de masse petit m qui est accroché au bout du ressort, on trouve qu'on a un oscillateur harmonique de pulsation ω0 égale racine de k sur m. On peut poser ω0 égale 2π nu, où nu c'est la fréquence de notre oscillateur harmonique. Du point de vue énergétique, on a conservation de l'énergie mécanique, somme de l'énergie cinétique 1/2 de mv carré, d'énergie potentielle 1/2 de kx carré. Alors, en mécanique classique, on voit que il pourrait y avoir une situation dans laquelle l'oscillateur est au repos. Dans ce cas-là, il n'aurait ni vitesse, donc ni énergie cinétique, ni énergie potentielle, donc sa position serait nulle. Et on voit que ça contredit l'inégalité de Heisenberg, puisqu'on connaîtrait exactement à la fois la position et la vitesse selon l'axe des x. Alors, on va donner une version quantique simplifiée de l'oscillateur harmonique, en conservant le fait que l'énergie totale, somme de l'énergie cinétique, mais qu'on réécrit plutôt 1/2 de p carré sur m,
et l'énergie potentielle en 1,5 km² est constante. Comme c'est une constante, la valeur moyenne de E, c'est grand E, et c'est égal à 1/2 de valeur moyenne de P carré. Alors ça, par définition, c'est l'écart type au carré, sur M, plus 1/2 de K fois valeur moyenne de X carré, qui est aussi l'écart type delta X au carré. Comme d'après l'inégalité d'Heisenberg, delta Px est plus grand que h bar sur 2 delta X, eh bien l'énergie de l'oscillateur harmonique est plus grande, en remplaçant ici le delta Px, elle est plus grande qu'1/2 de h bar carré sur 4m delta X carré, plus le terme énergie potentielle, 1/2 de 4 delta X carré. Alors si on pose grand X égale l'écart type au carré, eh bien on a une fonction de grand X de G que l'on va étudier. Donc cette fonction, elle fait intervenir un terme en 1 sur x et un terme en x. Donc quand on dérive, ça fait 1/2 de k moins 1/2 de h bar carré sur 4mx carré. Et ça s'annule effectivement pour une valeur de grand X qui vaut h bar sur 2 racines de mk. On va noter x0. Donc l'énergie est plus grande que g de x qui lui-même est plus grand que g de x0. Et on peut calculer g de x0 en plaçant x0 dans la fonction g. Et on obtient le résultat 1/2 de h bar racine de k sur m. Finalement, on montre que l'énergie minimale de notre oscillateur harmonique, c'est 1/2 de h sur 2π fois oméga 0. Et on reconnaît oméga 0 sur 2π, c'est la fréquence de l'oscillateur. Donc on a mis en évidence que notre oscillateur harmonique ne pouvait pas avoir une énergie nulle, mais qu'il aurait au minimum une énergie 1/2 de h nu. Alors il se trouve que cette énergie minimale, eh bien c'est la bonne valeur que l'on obtient effectivement, mais par résolution de l'équation de Schrödinger, on montre que l'énergie dans l'état n s'écrit pour un oscillateur harmonique n plus 1/2 de h nu.